Et bien ce soir, on va voyager très loin. On va se rendre à plus de 4,8 milliards de kilomètres du Soleil, à savoir visiter Pluton. Alors, quand j'ai commencé à préparer cette conférence, pour préparer une conférence, on ne sait pas forcément tout sur le sujet qu'on va aborder, on fait des recherches, on se renseigne sur différents éléments, et je me suis rendu compte que, à ma surprise d'ailleurs, qu'il y a beaucoup plus de choses intéressantes à raconter sur cette planète naine que ce qu'on imagine. Donc, c'est un sujet qui m'a... Enfin, j'ai appris plein de choses, et pour mon plus grand plaisir, et j'espère que ça sera aussi pour le vôtre. Donc, pour visiter Pluton, enfin visiter, la raconter, j'ai choisi un plan historique, c'est-à-dire raconter Pluton à travers l'histoire de ses découvertes. Donc la recherche de Pluton, ça a commencé en 1850, découverte en 1939, on a découvert sa lune Charon en 1978, Hubble l'a observé pour la première fois en 1994, et enfin 2015, survol par une sonde spatiale qui a permis de révéler son vrai visage. Donc, le plan de la soirée, c'est le suivant. Donc, entre 1850 et 1930, le chapitre de sa recherche à sa découverte. Ensuite, de 1930 à 1992, le lent progrès des connaissances. On va voir que c'était très difficile dès le début d'en savoir plus sur cet astre lointain, d'où le titre, Révéler des ténèbres. Ensuite, de 92 à 2006, de la découverte de nouveaux objets au déclassement de Pluton. Alors ça, c'est un chapitre important. On va comprendre pourquoi Pluton a été déclassé, pourquoi elle est passée de planète à planète naine. Et ensuite, 2006-2015, Pluton révélé par la sonde New Horizons. Donc là, c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir... Enfin, c'est grâce à cette sonde qu'on connaît le visage de Pluton, et donc c'est dans ce chapitre qu'on va se rapprocher très près et voir à quoi ça ressemble et qu'est-ce qui s'y passe dessus. Donc, premier chapitre de sa recherche à sa découverte. Alors, je vais commencer par remonter très loin dans le temps. Donc, l'Antiquité. Alors, au départ, les seules planètes qui étaient connues, c'était celles qui étaient visibles à l'œil nu dans le ciel. Donc, observées, constatées depuis la nuit des temps. C'est depuis l'Antiquité qu'elles ont été nommées. Alors, planète en grec, planétes, ça signifie astre errant. Donc, on a compris qu'il y avait ces objets qui bougeaient par rapport aux autres, au fond étoilé. Donc, voilà ce que ça signifie, les planètes. Les points qui bougent par rapport aux autres. Donc, on en voyait 5 plus la Lune. Et donc, voilà la vision du monde, de l'univers, à l'époque des Grecs. La Terre au centre, et tous les autres objets qui tournent autour. Avec le monde infralunaire, qui est mortel et imparfait, le monde supralunaire, qui est parfait et immortel. C'est comme ça qu'on voyait les choses à l'époque. Et finalement, il faut attendre la Renaissance pour qu'on mette la Terre à la bonne place. Donc là, la Renaissance, système héliocentrique. Meilleure compréhension de l'univers. Et donc à l'époque, forcément, on ne comptait toujours que les planètes visibles à l'œil nu. Donc ça faisait en tout 6 planètes, plus la Terre. Donc ça, c'était les connaissances à la Renaissance. Alors là, le télescope a été inventé depuis, on arrive en 1781, et quelle découverte on fait? Pour les connaisseurs, il y a un gros indice, William Herschel. Alors, qui se mouille? Qu'est-ce qu'on découvre à ce moment-là? Uranus. Oui, on veut le prononcer d'un coup. Donc, c'est à ce moment-là qu'on découvre cette planète, donc première planète découverte grâce au télescope. Donc ça a été une nouvelle sensationnelle. Et là on se retrouve avec un système solaire à 7 planètes. Alors ensuite, plus tard, 1801, alors là c'est un Italien, Giuseppe Piazzi. Alors qu'est-ce qu'il va découvrir lui? On est bien lancé, hein? Oui, Vesta, d'abord Cérès, oui. Cérès découvert en premier, puis ensuite il va y avoir d'autres objets. Donc Pallas, 1802, Junon, 1804, et Vesta, 1807. Pour eux, ce sont des nouvelles planètes. Dans le ciel, en astre mouvant,
on connaissait rien d'autre que les planètes. Donc ça, c'est compté comme de nouvelles planètes, et elles se rajoutent au catalogue. Donc là, début du 19e, on se retrouve avec un système solaire, 11 planètes. Oui. 4 plus 7, logique. Alors là, 1845, ça va être le début de la controverse, puisqu'on découvre Astrée, donc on se dit génial, une 12e planète, mais on va en découvrir plein d'autres. Une dizaine d'objets, et là, ça commence à poser problème. Ça commence à poser problème parce que ces objets sont tout petits, et ça commence à créer une pagaille d'objets. On se dit, il y a un truc qui est bizarre là. C'est pas pareil que les premiers objets qu'on connaît, les objets visibles à l'œil nu, les planètes. Donc, les astronomes réfléchissent, est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'harmoniser tout ça? Parce que c'est ça le problème. Je résume, ils deviennent trop nombreux et sont trop différents des autres planètes. Donc, par souci d'harmonie, on crée une nouvelle catégorie d'objets, les astéroïdes. Donc là, dans le système solaire, on a deux types d'objets, les planètes et les astéroïdes. Il faut ajouter en plus les satellites naturels. Alors ça, c'est important d'en parler parce que lorsque on va expliquer pourquoi Pluton a été déclassé, ça, c'était un peu une première répétition. Donc on retourne à cette planète, et là, parlons d'Urbain Le Verrier. Urbain Le Verrier, mathématicien français, il va observer Uranus, et en observant son mouvement, il va se rendre compte qu'il y a quelque chose qui l'accélère et la ralentit sur son orbite. Alors, pour comprendre, heureusement, il y a les lois de Newton, ces lois sur la gravitation, et donc Urbain Le Verrier déduit que ces anomalies seraient tout simplement dues à la force gravitationnelle d'une planète qui se trouve derrière. Alors Le Verrier, par rapport à ces anomalies, il va faire des calculs, essayer de déterminer où se trouve cette planète et quand. Donc, il envoie ses calculs à un astronome allemand, Johann Gottfried Galle, j'ai le nom là, et donc il va pointer son télescope à la date voulue, à l'endroit voulu, et il va la trouver. Donc, on confirme, découverte de nouvelle planète, Neptune en 1846. Donc ça nous fait un système à 8 planètes. Voilà, merci. Ça suit. Alors, il y a quand même encore un souci. Quand on observe les orbites d'Uranus et Neptune, les astronomes de l'époque constatent qu'il y a des anomalies, une fois de plus. Quelque chose qui accélère et ralentit ces deux planètes. Donc ils se disent, ah ben là ça refait le même coup que Neptune. Il y a quelque chose qui se planque derrière, une 9e planète. Et donc là, ça va lancer encore une nouvelle course, la course à la 9e planète. Donc par l'observation et les calculs. Tout au cours du 19e et après. Alors je vais vous parler de Percival Lowell. Alors lui, c'était un riche homme d'affaires américain, mais amateur d'astronomie, un passionné. Et il va dépenser sans compter pour sa passion l'astronomie et pour découvrir ce qu'il va nommer la planète X, la planète qui n'a pas encore de nom. Alors Lowell, pour y parvenir, il va construire un immense observatoire. Donc, je ne sais plus comment il s'appelle, l'observatoire Lowell, je ne sais plus où il se situe, c'est ça la question. Donc l'observatoire Lowell, il va s'en servir pour essayer de trouver cette planète, il va y consacrer tout le restant de sa vie. Mais il ne va pas vivre assez longtemps pour la découvrir. Alors, il va la caractériser. Il va essayer de déterminer à quelle distance elle se trouve. Il estime 7 milliards de kilomètres. Il va essayer d'estimer sa taille, environ 16 masses terrestres. Donc, c'est entre Uranus et Neptune. Il faut savoir que Lowell était un passionné et il est réputé pour avoir fait preuve des fois de doigts mouillés. Comme par exemple, il a interprété certaines lignes sur Mars comme des canaux fabriqués par des civilisations intelligentes. Donc, il y a beaucoup de surinterprétation dans ce qu'il a fait. Donc, quoi qu'il en soit, il ne va pas découvrir Pluton de son vivant. Ça va être réussi par Clyde Tombaugh. Alors, Clyde Tombaugh, à la base, c'est un agriculteur américain. Et c'est aussi un passionné d'astronomie. Il y consacre son temps libre. Et en bon autodidacte, il va apprendre à fabriquer des télescopes et aussi forger toute sa culture scientifique sur l'astronomie. Alors, il va être tellement doué, alors il va faire des dessins
de ce qu'il voit au télescope, hein, des planètes comme Jupiter, là, il va envoyer ses dessins à différents observatoires, et il y en a un où il va être retenu et embauché comme employé, c'est le fameux observatoire Lowell, qui vont être subjugués par la qualité de ses dessins. Alors oui, aujourd'hui, par rapport à ce qu'on connaît, c'est pas extraordinaire, mais pour l'époque, par rapport aux instruments disponibles, c'était des croquis de très bonne facture. Donc, il va travailler à l'observatoire Lowell et poursuivre là où Percival Lowell avait commencé ses recherches sur Pluton, et où il n'avait pas terminé. Alors, il faut savoir que depuis la fin du 19e, pour rechercher des nouveaux objets, on ne le fait plus directement à l'œil, on utilise la photographie, enfin l'astrophotographie. C'est-à-dire qu'en fait, on utilise des plaques photo et on utilise ça, un comparateur à clignotement. Donc on superpose les deux photos ici, et ensuite, on fait clignoter les deux de manière alternative. Et comme ça, s'il y a un objet qui bouge, donc d'une soirée à l'autre, hein, les photos sont prises entre deux soirées, s'il y a un truc qui bouge, on le repère facilement en faisant clignoter. Alors grâce à cette technique, Tombaugh va découvrir d'abord des astéroïdes, plein, en pagaille. Mais là, on arrive le 18 février 1930, il repère un objet qui se déplace très lentement. Alors, en système solaire, plus un objet est lointain, plus il se déplace lentement. Là, tellement lentement, il en déduit qu'il se trouve à 6,2 milliards de kilomètres. Or, un objet si lointain qu'on arrive à repérer au télescope, ça veut dire qu'il est très gros. Suffisamment gros pour être imagé à cette distance. Donc, déduction de Clyde Tombaugh, une 9e planète a été découverte. Alors, c'est une nouvelle qui va faire sensation, parce que découvrir une nouvelle planète, c'est un événement au final qui se produit qu'une fois par siècle. Donc ça va vraiment faire la une des journaux. Et puis pour les Américains, c'est aussi une satisfaction d'avoir un compatriote qui découvre une planète. Alors, elle sera baptisée aussitôt Pluton. Alors ça, c'est une idée d'une Anglaise, donc Venetia Brunet. Alors c'est une adolescente, elle avait 11 ans à l'époque, c'est une adolescente qui est passionnée de mythologie romaine, et donc elle va s'inscrire dans la tradition qui consiste à donner des noms de dieux romains aux planètes. Donc là, Pluton référence au dieu des enfers, ce qui est plutôt bien approprié, puisqu'il s'agit vraisemblablement d'une planète qui se trouve dans les tréfonds du système solaire, donc dans un environnement infernal. Alors grâce à ça, Tombaugh accède à la gloire, et donc, par récompense, il va être nommé astronome. Et donc il va enseigner l'astronomie le restant de sa vie. Alors, deuxième chapitre, le lent progrès des connaissances. Alors déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Pluton est la planète X que l'on recherchait? Alors déjà, pour les distances, ça c'est ce qu'il disait. Alors Pluton, qu'est-ce qu'on a? Distance entre 4,4 milliards et 7,4 milliards de kilomètres. Bon, pour la distance la plus grande, ok, mais là, celle-ci, c'est assez bizarre. En fait, Pluton a une orbite elliptique. Le Soleil n'y est pas centré, et il y a même des moments où elle est plus proche que Neptune. Bon, après, je vous rassure, il n'y a aucune chance qu'elle puisse se rentrer dedans, les deux ici à ce niveau, puisque à cet endroit, Pluton passe au-dessus. Oui, c'est une autre particularité de Pluton, elle a une orbite très inclinée, de 17 degrés. Alors, de par son orbite plus éloignée, elle met 248 ans pour faire un tour du Soleil. Donc c'est très lent comparé aux autres planètes. Je ne sais pas si vous voyez, mais le truc qui frétille très vite là, au centre, c'est la Terre. Voilà. Donc, c'est désespérément lent. Ça veut dire que depuis qu'on l'a trouvé, Pluton, elle a fait un quart de tour, quoi. Enfin, un peu plus. Alors pour ce qui est de la taille, on attendait ça, 50 000 km. Alors Pluton, le problème c'est qu'elle est tellement loin, on n'arrive pas à mesurer sa taille. Et déjà, ça c'est un indice, ça prouve qu'elle ne fait pas la taille de Neptune, qu'elle est bien plus petite. Par rapport à la lumière qu'on voit d'elle, on arrive à estimer sa taille, on considère qu'elle fait environ la taille de Mars, 6000 km. Du coup, vu qu'elle est petite, elle ne doit pas être très massive. Environ
20 fois moins massive que la Terre. Donc, si peu massive, Pluton a une trop faible gravité pour être responsable des anomalies de Neptune et d'Uranus. Donc Pluton n'est pas la planète X, et donc cette planète X, on ne la trouve pas. Ça va rester un mystère durant des décennies. Il va être résolu plus tard. Donc là, on se retrouve en 1930 avec un système à 9 planètes. Je dis 9 planètes, ajoutez à cela 26 lunes et 1319 astéroïdes. C'est déjà un système solaire bien chargé. Alors il se pose une question. Comment Pluton se classe parmi les planètes? Alors pour rappel, on a les planètes rocheuses. Le terme scientifique, c'est théorique. Donc rocheuses, elles sont faites de roches, de petite taille, proches les unes des autres et proches du Soleil. Les géantes gazeuses, alors elles sont faites de gaz, de grande taille, éloignées les unes des autres et éloignées du Soleil. Alors Pluton, vu sa petite taille et sa nature, considère qu'elle est rocheuse. Oui, mais il y a quand même une différence. Pluton déjà, de par sa situation, elle est au-delà des géantes gazeuses, donc dans un environnement très froid. Et donc, on suppose qu'elle peut avoir une composition différente. On sait que les comètes viennent de cette région, et à l'époque, on connaît déjà un peu la composition des comètes. Grâce à la spectroscopie qu'on fait déjà depuis le 19e, donc on a une idée de la composition des comètes, donc les comètes principalement de la glace. Donc Pluton venant de la même région, les astronomes supposent déjà qu'elle doit être faite de roches et de glace. Donc ça renseigne un peu sur ce que doivent être les paysages à la surface de Pluton. Mais à l'époque, ça reste des spéculations. Alors quand même, la grande bizarrerie, c'est son orbite inclinée, elliptique, non centrée par rapport au Soleil. Donc ça fait que Pluton, en fait, elle a plein de caractéristiques qui la rendent plutôt unique. Donc, elle est dans une zone différente des planètes rocheuses, sa composition est peut-être de nature différente des planètes rocheuses, et elle a une orbite irrégulière. Donc c'est à cause de tout ça que Pluton, rocheuse, oui certes, mais on est tenté de la classer dans une catégorie plutôt autre. Déjà à l'époque, on la considère comme à part. Et d'ailleurs, dès les années 30, certains astronomes considèrent que Pluton appartient à une nouvelle catégorie d'objets. Elle n'en serait que le premier représentant. Il y aurait d'autres planètes de ce type qui se trouveraient plus loin. Il y en a même qui vont supposer ici la présence d'une ceinture de débris, comme la ceinture d'astéroïdes, sauf que ça serait la zone d'origine des comètes, à savoir une ceinture de comètes. Et rebaptisée plus tard, ceinture de Kuiper. Alors Kuiper, il a popularisé l'idée de son existence en 1951, dans un article scientifique. Il considérait qu'il y avait en effet eu cette ceinture de débris au-delà de Neptune. Il pensait qu'elle avait existé, mais qu'elle n'existait plus. Finalement, on donnera son nom à cette ceinture lorsqu'elle a été confirmée, bien qu'il ne croyait plus en son existence aujourd'hui. Donc assez ironique. Alors quoi qu'il en soit, dès les années 30, même si on suppose tout ça, on a beau chercher, les décennies qui passent, on ne trouve rien. Pluton demeure désespérément seul, ici, très loin du Soleil, solitaire. Alors, il faut dire que c'est très difficile d'étudier Pluton, même avec nos plus gros télescopes à l'époque. Tout ce qu'on arrive à voir de Pluton, c'est un petit point flou. On ne distingue pas grand-chose. Alors pour le comprendre, admettons que le Soleil fait la taille d'un gros ballon de basket. À cette distance, enfin à cette échelle, pardon, la Terre fait la taille d'une tête d'épingle et se trouve à 30 mètres. Là, je vous place les autres planètes. À cette échelle, Pluton fait la taille d'un grain de poussière et se trouve à plus d'1 kilomètre. Voilà ce qu'il faut se dire. Observer Pluton, c'est observer un grain de poussière à plus d'1 kilomètre. Ça vous montre la difficulté. Pas évident. Donc les connaissances sont plutôt maigres. Et là, je vous prends en exemple cet atlas de 1977. Donc, il faut savoir que depuis la Terre, on n'arrive pas quand même à comprendre grand-chose des planètes. Surtout les géantes gazeuses qui étaient les plus éloignées, on arrivait à peine à comprendre leur surface, et on ne savait pas grand-chose des lunes, quoi. On ne distinguait rien. Alors, que dire des deux dernières planètes, hein, Uranus et Neptune, dont la taille est sous-estimée d'ailleurs,
Et Pluton, on pensait qu'elle faisait environ la taille située entre Mars et Mercure, quasiment 6000 km. Donc là, on ne savait pas grand-chose. Ce qui permet de mieux se renseigner sur les planètes, vraiment, c'est pas les télescopes, c'est d'envoyer des sondes sur place. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour avoir de vraies images et de vraies connaissances sur ces objets. Mais ça, il faudra attendre les années 60 pour commencer à explorer le système solaire. Alors là, on fait un bond dans le temps. 1976, spectroscopie de Pluton. Donc, on analyse la lumière qu'elle renvoie. Et là, on détecte du méthane. Donc, il y a de la glace de méthane à la surface. Dans les années 90, on va également détecter de l'azote et de l'eau. Le tout sous forme de glace. Donc, ça renseigne un peu mieux sur sa composition. On spécule déjà. Donc, on imagine qu'elle a une croûte plutôt faite de glace de méthane, d'azote et de CO2. En dessous, une croûte de glace d'eau. Et encore en dessous, il y aurait un noyau fait de roche. C'est comme ça qu'on imagine Pluton à l'époque. Et donc, on arrive un peu mieux à cerner ce à quoi elle doit ressembler. Ça renseigne un peu plus. Alors 2 ans plus tard, 78, on découvre Charon. Grâce à l'amélioration des télescopes, on arrive à distinguer les 2 objets. Alors ça, Charon, son nom, elle le tire du nom d'un dieu, Charon, qui est le passeur du dieu des enfers. En gros, celui qui trimballe les morts. Donc un titre plutôt, un nom plutôt approprié. Alors, de ce fait, avant, on ne voyait qu'un seul objet. Alors qu'en fait, il y en a 2. Donc, on surestimait la taille de Pluton avant. Maintenant qu'on comprend qu'il y en a 2, bah, ça veut dire qu'elle est plus petite que ce qu'on pensait. Bien en dessous des 5000 km. Alors, Charon et Pluton, on pourrait presque les considérer comme une planète double, tellement que Charon est gros par rapport à Pluton. Elle est plus petite de 49%. C'est simple, Pluton, dans le système solaire, c'est elle qui a la plus grosse lune par rapport à sa taille. Donc vraiment un très gros satellite naturel. Alors Charon, elle est tellement imposante qu'en fait, elle ne tourne pas autour de Pluton. C'est Pluton et Charon qui tournent tous les deux autour de leur point d'équilibre, qu'on appelle le barycentre. Alors en fait, toutes les planètes qui ont des lunes ont un barycentre. La Terre en a un. Ce qui est spécial ici, c'est qu'il est carrément en dehors de la planète. Il est à l'extérieur. Donc les 2 astres tournent autour de ce point extérieur. Alors, cette révolution, elle dure 6,4 jours. Et à l'époque, on est quasi certain, enfin c'est même une certitude, vu leur taille, que les 2 objets tournent de manière synchronisée. C'est-à-dire qu'ils tournent en se regardant l'un l'autre. Donc la rotation induite est elle aussi de 6,4 jours. Alors ça, la rotation synchrone, c'est dû à quoi? C'est dû à la gravité. La gravité, c'est comme un fil invisible qui relie les 2 objets. Et donc ce fil invisible a tendance à freiner la rotation et à faire en sorte que les objets tournent l'un autour de l'autre en se regardant. Alors plus l'objet est léger, plus ça va être rapide cette synchro. Et plus il est lourd, plus ça va être lent. La Lune, autour de la Terre, est synchronisée depuis très longtemps, et ça s'est fait rapidement. La Terre étant très grosse, ça va mettre encore des dizaines de milliards d'années pour qu'elle se termine, cette synchronisation. Bon, Charon et Pluton étant des objets assez légers, ça s'est fait très rapidement. Alors, grâce à la présence de Charon, on peut déterminer la masse de Pluton, et aussi de Charon. Alors ça, c'est grâce aux lois de Newton. Grâce aux lois de Newton, si on connaît la distance entre 2 objets et la vitesse à laquelle ils gravitent, on peut déterminer leur masse. Je vous épargne la formule, les calculs, mais grâce à ça, on peut le déterminer. Du coup, Pluton, on estime 166 fois moins massive que la Terre. Et Charon, 1400 fois moins. Donc du coup, vu qu'on a aussi une idée de leur taille, on peut estimer... Oui, pardon, c'est pour comparer à la Lune, ça. La Lune, 80 fois moins massive. Oui, c'est quand même assez petit par rapport même à notre Lune. Bon, avec ça... Pardon. Je vais vous parler de la densité. Donc la densité, c'est la masse par rapport au volume. Donc, on peut du coup connaître la densité de Pluton. Donc par exemple, pour comprendre, la Terre, si on prend 1 litre de terre pèse en moyenne 5,51 kg. 1 litre de Lune pèse en moyenne 3,34 kg. Et 1 litre de Pluton, 1,88. Donc ça prouve qu'elle est faite en grande partie d'éléments légers, de glace.
Alors si on connaît la gravité, la densité, on peut déterminer la gravité en surface. Bon, et ça, je sais que c'est une démo que vous aimez beaucoup, donc l'expérience de gravité en surface. Alors, pour comprendre, sur Terre, on dit que la gravité est de 9,8 mètres par seconde carrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un objet qui tombe sur Terre, il va parcourir chaque seconde 9,8 mètres en plus. Donc en fait, il accélère de 35 km/h. La première, il va à 35, la deuxième, 70, la troisième, 105, la quatrième, 140, la cinquième, retrait de permis. Visuellement, ça donne ça. Donc vous voyez, sur la Lune, on est à 1,6, ce qui correspond à une accélération de 5,8 km/h par seconde. Et sur Pluton, on est à 0,6, donc là, c'est une accélération de 2,2 km/h. C'est pas beaucoup. Si on fait sauter un astronaute, ça donne ça. Sur la Lune, bon, il met du sien. Hein. Et sur Pluton, heureusement, le diapo est assez grand. Mais si vous voulez, on va comparer avec la Lune. Charon, tiens, on l'ajoute. On met sa case. Là, on les fait sauter. Donc là, il sort du cadre. Alors, je vous rassure, il va revenir, mais il faut patienter quelques dizaines de secondes. Il n'est pas satellisé. Hein. La gravité est quand même assez forte. Donc oui, Charon, Pluton, gravité, 16 fois plus faible que sur Terre. Charon, 32 fois plus faible. Une sacrée différence. Alors 85, on va suivre une occultation d'une étoile par Pluton. Alors, quand un objet si lointain passe devant une étoile, déjà ça permet de connaître sa taille. On calcule le temps que ça cache l'étoile, donc on a une idée plus précise de sa taille, mais ça permet aussi de savoir s'il y a une atmosphère. S'il n'y a pas d'atmosphère, la baisse de lumière est brutale, et le retour aussi. Par contre, s'il y a une atmosphère, alors là, ça se fait plus en douceur. Il n'y a pas une baisse brutale. Du coup, là, à 85, on observe Pluton, et qu'est-ce qu'on constate? Vous voyez, la baisse n'est pas brutale, elle est progressive, donc là, preuve que Pluton est une atmosphère. Ça a fait sensation à l'époque, on ne s'attendait pas qu'un objet si petit, dans une zone si froide, puisse en avoir une. Donc ça a été une belle surprise. Et d'ailleurs, la lumière qui est passée, la lumière d'étoile qui est passée en atmosphère, on a fait une spectro, et on a trouvé de l'azote, du méthane et du monoxyde de carbone. Donc on a pu en plus l'analyser. Alors on connaît mieux la taille maintenant, plus de précision. Donc environ 2300 km pour Pluton, 1200 pour Charon. Alors c'est quand même petit. Hein. Si on compare Pluton, bah, c'est plus petit que notre Lune, hein, nettement. Plus petit que les 6 autres plus grosses lunes du système solaire. Donc cette petite taille quand même, ça conteste l'autorité de planète à Pluton. Alors plus tard, 1986, on survole, pas vachement, 86 on survole Uranus, et 89 on survole Neptune. Et donc là, à l'occasion de ces survols, on va mesurer avec plus de précision la masse Uranus et Neptune. Et on va se rendre compte que les perturbations dans leur orbite, qui devaient être dues à une planète X, bah en fait, ces perturbations n'existent pas. Elles étaient dues à une mauvaise connaissance de leur masse, et maintenant qu'on connaît mieux leur masse, bah on sait qu'en fait, des perturbations, il n'y en a aucune, et donc cette planète X, eh bien, n'existe pas, c'était une illusion. Donc ça résout le mystère. Alors, en même temps, elle survole Triton, Voyager 2. Alors pourquoi vous parlez de Triton? Bah, Triton elle est intéressante parce que dès qu'on la survole, on pense que Pluton lui est très similaire. Déjà on a à peu près la même taille, plus de 2000 km. Mais surtout le plus intéressant c'est ça. Triton tourne en sens inverse par rapport aux autres lunes. Ça c'est pas normal. Et en fait si elle tourne en sens inverse, c'est la preuve que Triton n'est pas née avec Neptune. Elle a été capturée à un moment. Et donc si elle a été capturée, bah, ça veut dire qu'elle vient probablement de la ceinture de Kuiper. Et que donc à l'origine c'était une planète naine. Une planète naine comme Pluton. Donc tout ça fait dire que ce sont des objets très semblables. Très semblables parce que tous les deux ont une atmosphère et ont sans doute la même composition. Alors après les paysages sont certainement différents.
Neptune réchauffe le cœur de Triton, et parce que ça la réchauffe, l'azote en surface fond et rajeunit la surface en permanence. Donc la glace, elle fond, elle regèle, donc Triton a une surface jeune et lisse. Pluton ne semble pas être soumise à une telle géologie, donc la surface paraît plutôt morte, figée, avec pas mal de relief. C'est ce qu'on imagine. Alors 94, Hubble, qui est en service depuis 3 ans, va pointer son miroir sur Pluton, et là, on va avoir les meilleures images qu'on a jamais eues de Pluton. Alors je dis meilleures, ça reste un point flou. Mais il n'empêche que ça renseigne. Déjà, on se rend compte qu'il y a des zones de surface claires et d'autres obscures. Et ça semble indiquer que Pluton est plutôt jeune à sa surface. On s'imaginait jusqu'ici que Pluton et Charon avaient une surface plutôt vieille, qui se serait recouverte de cratères au fil du temps et qui se serait assombrie. Visiblement, ce n'est pas le cas. Il faut savoir que une surface sur un astre mort, où il n'y a plus de géologie, plus de volcanisme, eh bien, comme c'est le cas sur la Lune ou Mercure, les cratères s'accumulent au fil des milliards d'années, et la surface s'assombrit. Or, sur une planète géologiquement active, que ce soit une planète faite de glace ou de roches, l'activité géologique génère des volcans qui effacent les cratères, et aussi d'autres phénomènes, des phénomènes d'érosion qui peuvent venir de l'atmosphère et de la météo. Donc ça efface les cratères, ça crée de nouveaux reliefs, et donc ça maintient une surface jeune. Donc, par rapport à ces découvertes, finalement, par rapport à ce qu'on s'attendait, Pluton et Charon auraient une surface plutôt relativement jeune, ce qui est plutôt une découverte étonnante. Alors, 2005, et plus tard, on va découvrir de nouveaux satellites. Donc Hubble découvre Nix et Hydra en 2005, une dizaine de kilomètres de diamètre, et plus tard, 2011-2012, Kerberos et Styx. Donc Pluton devient un système plus complexe, à 5 lunes. Donc si on résume les caractéristiques de Pluton, elle mesure environ 2300 km, 1200 pour Charon, elle a 5 satellites naturels, dont un de très grande taille, et elle a une atmosphère. Alors quand on voit tout ça, malgré tout on a envie de se dire, elle a vraiment tout d'une planète, elle fait autorité. Justement, 3e chapitre, de la découverte de nouveaux objets au déclassement de Pluton. Alors on est en 92, et là, pour la première fois, on découvre un autre objet dans l'environnement de Pluton. C'est Albion. Alors Albion, plutôt imposant, 110 km de diamètre, et qui se trouve à cette distance. Donc là, c'est le premier objet qu'on découvre, et on va en découvrir une dizaine d'autres durant les années 90. Tout ça prouve que cette ceinture de comètes qui se trouve au-delà de Neptune existe bel et bien, et donc baptisée ceinture de Kuiper, en hommage à celui qui a dit que ça devait exister mais que ça n'existe plus. Alors, vu que ça confirme la présence de la ceinture de Kuiper, ça semble démontrer l'existence également du nuage d'Oort. En s'éloignant, la ceinture devient de plus en plus épaisse jusqu'à faire une boule qui entoure le système solaire, et on pense que ce nuage d'Oort s'étend sur une largeur de 2 années-lumière, ou 2000 milliards de kilomètres, si on veut. Donc ça tente de démontrer tout ça. Alors 2000, on découvre Varuna. Alors là, les choses deviennent sérieuses, puisque c'est un objet assez gros, 700 km. Mais surtout 2002, découverte de Kawar, qui mesure plus de 1000 km. Alors là, certains astronomes commencent à parler d'une 10e planète, quoi. Tellement que c'est gros. Alors je vais vous parler de Michael E. Brown. Donc lui, un personnage important, un astronome américain. C'est lui et son équipe qui vont découvrir les plus gros objets de la ceinture de Kuiper. Donc plein d'objets, voilà la liste, dans l'ordre de découverte. Alors tous des objets faisant plus de 900 km de diamètre. Alors là, ce sont des représentations d'artistes. En vrai, depuis la Terre, même avec nos bons télescopes, on voit qu'un point flou. Alors on va un peu les visiter, rapidement. Alors Kawar, donc 1000 km, alors il a une lune, la plupart ont des lunes, c'est assez étonnant. Ce qui le rend assez original, c'est qu'il a un anneau, on l'a détecté autour de lui. Ça, c'est ce qu'on en voit depuis la Terre. Là, vous avez lui et sa lune.
Alors un autre intéressant, c'est Oméa, plus gros. Alors lui, il a carrément 2 lunes, mais son originalité, c'est sa forme. Il a une forme de ballon de rugby. Oméa est aplati. Ça, c'est dû à sa rotation rapide, en seulement 4 heures, qui tire sur les bords, la force centrifuge. Donc c'est une planète aplatie. Si les platistes vivaient ici, ils n'auraient pas l'air idiots. Ah oui, Oméa a également un anneau. Donc vraiment, ça fait vraiment dans l'originalité. Alors Sedna, elle est particulière, alors pas par la présence de satellites ou d'anneaux, mais son orbite. Regardez ici, distance qui varie entre 11,4 milliards et 154 milliards de kilomètres. Sedna, c'est un des objets ayant l'orbite la plus excentrique qu'on connaît. Vous voyez, ça va extrêmement loin, au point qu'elle met plus de 11 000 ans pour faire un tour du Soleil. C'est extrêmement long, donc heureusement qu'elle était par là, sinon on ne l'aurait pas trouvée. Alors c'est une orbite tellement grande qu'elle est visible à l'échelle du nuage de Oort. C'est pour vous dire à quel point c'est grand. Alors il y a les 3 autres, aux caractéristiques semblables. Orcus, Gong et Makemake. Chacun avec une lune. Alors il en manque une, la plus importante. Eris, découverte en 2005, et dont le nom fait référence à la déesse du chaos et de la discorde. Et ça tombe bien parce que sa découverte, c'est elle qui va remettre en question le statut de Pluton. Alors c'est un objet aussi imposant que Pluton, donc là vous avez ses caractéristiques, plus lointaine, elle évolue jusqu'à quasiment 15 milliards de kilomètres, et elle met plus d'un demi-millénaire pour faire le tour du Soleil. D'ailleurs elle se trouve assez loin par rapport à Pluton en ce moment. Alors Eris, très similaire à Pluton. Elles ont un satellite de grosse taille, elles font à peu près le même diamètre et à peu près la même masse. Pour ainsi dire, Eris a une masse plus importante que Pluton. Donc Eris en impose. Et donc, si Pluton est une planète, et bien logiquement, Eris, elle aussi devrait être considérée en tant que telle. Or, elle a été recalée. On n'en a pas voulu. Comment ça se fait, ça? C'est quoi qui pose problème? Il faut savoir que des objets de ce type, on en a découvert un grand nombre. Les plus de 900 km, 7. Plus de 500 km, 30. Plus de 200 km, 500. Et enfin, tous ceux de plus de 100 km, 3000. Et ça, c'est ceux qu'on connaît. On estime qu'il doit y en avoir des milliers dans le système solaire. Et beaucoup plus loin. Enfin, beaucoup plus loin du Soleil. Donc du coup, les découvertes allant en avant, on pourrait se retrouver à terme avec un catalogue de plus de 60 planètes. Or ça, c'est insensé pour un esprit humain qui aime l'ordre. Ça ne peut pas le faire. Mais il n'y a pas que ça qui pose problème. Il y a aussi leurs orbites. Des orbites inclinées, elliptiques, pas centrées par rapport au Soleil. C'est pas ordonné tout ça. Également le fait qu'elles évoluent dans une ceinture de débris qui est la ceinture de Kuiper. Donc, si on résume les caractéristiques de ces objets, donc des objets petits, potentiellement des milliers, ils ont des orbites irrégulières et ils évoluent dans une ceinture de débris. C'est pour toutes ces raisons qu'on n'a pas voulu les compter. Donc, tout ça recalé, pour ces raisons. Seulement, Pluton, qui est considéré comme une planète, elle n'est pas différente. Il n'y a pas de frontière entre ces objets. Pluton, c'est exactement la même chose, les mêmes caractéristiques. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? Parce que si Pluton est une planète, et qu'on suit la logique, on devrait aussi les considérer comme planètes. Mais jusqu'à qui? C'est compliqué. Ou alors, si on ne les considère pas comme planètes, et bien Pluton ne peut plus être considéré comme une planète. Alors du coup, on fait quoi? Parce qu'à l'époque, on appelait ça des astéroïdes transneptuniens, ce qui n'est pas très classe. Donc tout ça, ça pose problème, et ça nous rappelle ce qu'on a vu plus tôt. L'histoire se répète comme en 1845 avec la découverte des premiers astéroïdes. On a créé une nouvelle catégorie d'objets. Et bien là, il va se passer la même chose. Nouvelle catégorie. Donc là, je vais vous parler de l'UAI. Donc, le 24 août 2006, ils se réunissent. Donc ça, cette association, elle a été créée en 1919, et son rôle, c'est d'établir les normes internationales en matière d'astronomie, que ce soit pour nommer les objets ou établir les définitions. Donc ils se réunissent pour savoir qu'est-ce qu'on fait de Pluton et des nouveaux objets. Et ils vont voter, ça va être réglé par le vote,
donc de manière démocratique, et ils décident de créer une nouvelle catégorie d'objets, les planètes naines. Donc là-dedans, ils ont mis les 3 plus gros objets transneptuniens, Pluton, et ils ont rajouté Cérès, qui se trouve dans la ceinture d'astéroïdes. Donc Cérès, qui était juste un gros astéroïde, devient planète naine. Alors, il en manque 3. Les 3 autres, pourquoi on n'a pas voulu les compter? Ça, c'est à cause de la définition que l'UAI a voulu retenir pour définir ce qu'est une planète. Alors, plusieurs éléments. 3. Elle est en orbite autour du Soleil. Très bien. Elle a une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique. Alors oui, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, pour faire simple, l'équilibre hydrostatique, c'est lorsque la gravité d'une planète arrive à comprimer suffisamment le cœur pour qu'il n'y ait plus de vide à l'intérieur. Donc à ce stade, le cœur ne peut plus être comprimé et davantage de compression a pour conséquence de faire générer de la chaleur au cœur. Et en général, à ce stade, l'objet a une forme bien arrondie. Alors, pour atteindre ce stade, il faut que l'objet fasse minimum une centaine de kilomètres. Mais ce n'est pas une limite fixe, elle est floue. Dans le système solaire, le plus petit objet en équilibre hydrostatique qu'on connaît, c'est Mimas, 400 km. Par contre, on connaît Vesta dans la ceinture d'astéroïdes. Alors lui, il n'est pas en équilibre hydrostatique. Il n'a pas réussi. Ça, c'est une question de composition, d'influence gravitationnelle. Donc lui, il ne coche pas la case. Donc ça veut dire qu'il y a une limite floue. On n'arrive pas à savoir si on a un équilibre hydrostatique. Et donc, pour les 3 autres objets qui sont là, ils ne sont pas assez gros pour qu'on soit certain qu'ils soient en équilibre hydrostatique. Mais les recherches continuent et en observant comment leur lune tourne autour d'eux, on pourra peut-être arriver à le deviner. Alors l'autre condition, la dernière, avoir nettoyé le voisinage de son orbite. Donc ça veut dire ne pas évoluer dans une ceinture d'astéroïdes ou de comètes. Alors du coup, Pluton, elle coche quoi? En orbite autour du Soleil, ça c'est pas compliqué. Avoir une masse suffisante pour parvenir à un équilibre hydrostatique, ça c'est bon, elle coche. Avoir nettoyé le voisinage de son orbite, alors ça, non, pas du tout. Pluton évolue dans une ceinture de débris, ceinture de comètes, donc du coup, elle n'est pas considérée comme une planète. Déclassée. Alors, ça va faire un bruit médiatique assez incroyable, au point qu'il va y avoir des manifestations. Alors, chez les anglo-saxons sont particulièrement attachés à Pluton. Oui, quand je dis manifestation pacifique, il n'y a pas de commerce détruit ou de combat avec les Cérès, pour ce genre de choses. Donc, des manifestations, il faut savoir qu'il y a derrière des astronomes qui poussent et qui ne sont pas d'accord avec le choix qui a été fait. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un tel attachement à Pluton? Surtout chez les anglo-saxons. Alors Pluton, elle a toujours fait partie des cartes du système solaire. Déjà ça, c'est un objet familier. Surtout que Pluton, quand même, elle se distingue des autres. C'est l'une des planètes les mieux connues par le grand public. Parce qu'elle se trouve loin, c'est la dernière planète, donc elle ferme la marche. Souvent, elle est mieux connue que Mercure et Vénus, et même mieux connue que Uranus et Neptune. Parce que c'est la dernière, parce qu'elle est tout petite et qu'il doit y faire très froid. Pluton, c'est vraiment un monde qui stimule notre imaginaire, plus que d'autres planètes. Et quand je dis stimule l'imaginaire, ça se ressent dans la culture et le milieu artistique. Pluton qui est au cœur de plusieurs récits de science-fiction. Donc Pluton, elle est connue, quoi. Et autre chose, Pluton fait que les États-Unis font partie du club très serré des nations qui ont pu découvrir une planète. C'est quand même beau pour l'orgueil. Ça leur a fait mal. Alors, je dis ça, William Herschel, avant d'être anglais, il était allemand. Urbain Le Verrier, il a envoyé ses calculs à un astronome allemand. Donc c'est un Allemand qui a confirmé la découverte. Et Clyde Tombaugh, en bon américain, je pense que vous voyez venir, est issu d'une famille d'origine allemande. Donc la découverte de nouvelles planètes, j'ai envie de dire, Deutsche Qualität. Alors, revenons sur Pluton. Alors, le fait qu'on l'ait changé de statut, qu'on l'ait passé de planète à planète naine,
ça ne change rien à ce qu'elle est, à savoir la réalité scientifique. Ça ne change rien. Pluton garde toujours sa même taille, plus de 2300 km. Elle a toujours 5 satellites. Elle a toujours une atmosphère. Pareil, ça ne change rien sur sa distance. En fait, dire que c'est une planète nette, ce n'est pas une réalité scientifique, c'est une réalité, ou plutôt, devrais-je dire, un point de vue sémantique. C'est un jugement de la part de nous, êtres humains, et de notre manie de vouloir tout classer et tout mettre dans des cases, comme on fait avec les animaux. On classe les trucs et on met des frontières entre eux, alors qu'en réalité, elles n'existent pas, mais pour notre esprit humain, faire des classements, c'est grâce à ça qu'on arrive à comprendre le monde. Ça fait partie de notre langage. On sait de quoi on parle quand on crée des catégories, alors qu'en vrai, ça n'existe pas. Donc Pluton, planète ou planète naine, ça ne change rien à ce qu'elle est. Même s'il y en a qui trouvent ça vexant. Peut-être dire plutôt planète de petite taille, je sais pas, c'est pas politiquement correct. Bon, c'est un autre sujet ça. Donc, pour conclure, autre chose. Cette définition, j'ai parlé d'un volet plutôt émotionnel et psychologique, malgré tout, il y a des astronomes qui contestent ce déclassement et qui ne sont pas satisfaits de cette définition. Pourquoi? Parce que si jamais un jour, on découvre dans la ceinture de Kuiper une planète de la taille de la Terre, vu qu'elle se trouve ici, selon la définition, il ne faudrait pas la considérer comme planète. Or, un objet aussi gros, ne pas la considérer en tant que telle, cette planète, ça ne passerait pas. Donc cette définition n'est pas satisfaisante. En fait, cette définition, au moment où l'UAI l'a mis au point, ils l'ont mis au point spécialement pour virer Pluton. C'est comme si une boîte de nuit qui ne voulait pas de moi décidait non, c'est interdit aux chauves en chemise verte. La définition est uniquement conçue pour m'exclure, mais pas pour répondre à une vraie exigence. Donc cette définition, elle est problématique. En attendant, Michael Libron, l'américain, on lui a donné le surnom de Pluto Killer, donc on lui en a voulu. C'est quand même assez étonnant parce qu'il aurait pu avoir l'orgueil de se dire « oui, j'ai découvert la 10e planète ». Non, en bon scientifique rigoureux, il a préféré remettre en question l'ordre établi pour créer quelque chose de plus harmonieux, une nouvelle catégorie. Donc lui, il est content d'être The Pluto Killer. Cela dit, il pourrait très bien devenir autre chose que le Pluto Killer, quelque chose de plus honorifique, découvrir une nouvelle planète. Car lui et son équipe ont analysé l'orbite de plein d'objets transneptuniens de toute taille, et ils ont remarqué que la distribution de leurs orbites était très spéciale, organisée telles les pétales d'une fleur et dans une direction plutôt précise. Et ça ne peut pas être dû au hasard. Ils ont fait des calculs. Le hasard de ces dispositions, c'est 0,007%. Donc en fait, ce n'est pas un hasard. Et quand ils font leurs calculs, cela pourrait être dû à la présence d'une 9e planète massive. Ça serait cette planète qui aurait dévié la trajectoire de ces objets. Donc là, ils sont presque certains que cette planète existe. Et ça nous rappelle quelque chose qu'on a vu avant, plus tôt. À savoir, des objets dont l'orbite est perturbée et qui s'expliquent par la présence d'une 9e planète. Sauf que là, il ne s'agit pas d'Uranus et Neptune, comme dans le passé, mais d'objets transneptuniens. Donc, c'est un remake de ça, de la planète X. Sauf que là, c'est planète 9. Alors l'équipe de Michael Libron, ils ont déjà essayé de déterminer les caractéristiques. Le diamètre, on serait autour de 34 000 km. La masse, 10 masses terrestres. Distance, entre 40 et 130 milliards de kilomètres. Donc c'est loin. Très loin. Et du coup, elle mettrait 13 000 ans pour faire le tour du Soleil. Et donc cette distance la rendrait difficile à trouver, parce que vu qu'on est loin, on n'est pas beaucoup éclairé. Alors sa nature, vu qu'elle se situerait entre la Terre et Neptune, on penche pour une mini-gazeuse, une gazeuse de petite taille d'environ 34 000 km de diamètre, par rapport à la masse. On pense, mais on est beaucoup moins certain, que ça pourrait être sinon une rocheuse de grande taille, une super-Terre, une catégorie de planètes qu'on n'a pas chez nous dans le système solaire, mais qu'on trouve ailleurs dans les systèmes exoplanétaires. Donc si c'était ça, ça serait une nouvelle catégorie d'objets chez nous, dans le système solaire. Mais on penche plutôt quand même pour la gazeuse de petite taille. Donc si Michael Libron y parvient, il ne serait plus le Pluto Killer, mais The 9th Planet Discover. Donc découvrir la 9e planète. Voire, pourquoi pas de la 10e. Pourquoi je dis la 10e? Parce que des récentes découvertes portent à croire qu'il y en aurait une autre, puisqu'on observe
il y a une cinquantaine d'objets dont l'orbite est elle aussi déviée dans une direction, mais pas la même que celle qu'on soupçonne pour la planète 9. Donc ça veut dire qu'il y en aurait une autre, la planète Y, et quand on cherche à déterminer ses caractéristiques, elle ferait dans les 8000 km de diamètre, donc située entre Mars et la Terre au niveau de la taille, plus petite que la 9e, et niveau distance, elle se trouverait entre 15 et 30 milliards de kilomètres. Donc bien plus proche que celle-ci, mais vu qu'elle est plus petite, elle n'est pas plus facile à repérer. Donc ça veut dire que pour le futur, on a peut-être 2 potentielles nouvelles, vraies planètes à découvrir. Et ça, on pourra peut-être bientôt le savoir avec l'observatoire, le télescope Vera Rubin, qui vient d'être mis en service cette année. Donc il y a une caméra géante, la plus grosse caméra jamais construite, hein, pour voir tout ce qui bouge dans le ciel. Donc si ces 2 planètes existent, on le saura dans les quelques années qui viennent. Et si on ne les trouve pas, là ça sentira pas bon, au vu de la qualité de cet outil. Donc croisons les doigts pour ajouter le catalogue et que je puisse rajouter 2 planètes dans ma maquette de système solaire aussi. Donc ce sera pas plus pratique pour l'installation. Ah, les jeux, il faudra les mettre loin. C'est ça le problème, oui, il faudra... Oui, mais non, là ça va être problématique. Alors, du coup, dernier chapitre, Pluton révélé par la sonde New Horizons. Alors, elle a été lancée en janvier 2006, donc plusieurs mois avant que Pluton ait été déclassé. Ça veut dire que la sonde, elle est partie, elle était en voyage pour aller vers une planète, et au final, elle arrive sur une planète naine. Un voyage dit comme ça, elle s'est trompée, elle s'est courée de chemin, elle est déçue du voyage. Bon, malgré tout, les découvertes qu'elle va faire vont vraiment redonner des lettres de noblesse à Pluton. Alors, revenons-en un peu plus en arrière. Donc, Voyager 1 et 2 ont été les premières sondes à se balader dans cette région. Alors, elles ont été lancées en 77. Donc, elles ont survolé Jupiter en 79. Saturne en 81. Et là, Voyager 2 va serrer son virage pour aller survoler Uranus et Neptune. Et c'est la seule sonde qui a survolé ces 2 planètes. Aujourd'hui, les photos rapprochées qu'on a d'elle, et donc nos meilleures connaissances, on les doit qu'à cette seule et unique sonde. Voyager 1 aurait pu continuer jusqu'à Pluton pour la survoler en 90. Mais la NASA a préféré survoler de très près Titan, et donc le virage a été plus serré, et on n'a pas survolé Pluton. Et ça a été un gâchis parce que quand on a survolé Titan, vu qu'il y a trop de brouillard, on n'a rien vu en surface. Donc, dommage. Ça a été un coup raté. Et du coup, notre cher Clyde Tombaugh, qui est parti en 97, il aurait pu avoir la chance de voir les images de sa découverte. Est-ce que du haut de ses 24 ans ici, il aurait pu imaginer qu'un jour, dans le futur, sous ses vieux jours, on aurait pu envoyer un engin photographier ce qu'il avait trouvé? Bon, je ne sais pas ce qu'il avait dans la tête à l'époque. Cela dit, il aura une revanche posthume. Alors, dans les années 90, on réfléchit à une mission dédiée. Alors, le mur de Berlin vient de tomber, donc la NASA et les Russes réfléchissent ensemble à une mission. Mais finalement, ils y renoncent parce que le projet est trop cher. Et c'est quand même une planète très lointaine, donc ça rend la mission très longue, ça complique tout. Mais dans les années 2000, le projet est relancé, uniquement par les Américains. Et là, c'est bon, la sonde est définie. New Horizons, c'est son nom, et c'est une sonde de survol. Donc elle ne pourra pas freiner pour s'arrêter et tourner autour de Pluton. Il faudrait qu'elle emmène du carburant, donc elle serait très lourde, elle irait trop lentement, ça prendrait trop de temps. Si on veut que ça aille vite, il faut qu'elle soit le plus léger possible, et donc pas de carburant pour freiner à l'arrivée. Donc uniquement un survol, rapide. Alors comparons avec Voyager, les 2, Voyager. Donc Voyager, on avait un engin de 720 kg, là 478. Progrès de la technologie, on arrive à faire plus petit, plus léger. Alors ça, c'est conçu pour aller très loin du Soleil. Là où il n'y a pas assez de lumière pour faire marcher des panneaux solaires. Donc on utilise un RTG, qui est une grosse pile nucléaire, hein, qui génère de l'électricité et qui peuvent fonctionner pendant des dizaines d'années. On voit que les Voyager, elles fonctionnent toujours. Ensuite, l'autre problème, c'est le grand éloignement de la Terre pour communiquer. Donc il faut une grande antenne sur les Voyager plus de 3 mètres. Ici, c'est plus petit, le progrès de la technologie oblige. Alors pour communiquer avec la Terre, ces grandes antennes sur les sondes, ça ne suffit pas. Sur Terre aussi, il faut de grandes oreilles. Donc
le Deep Space Network. Donc c'est un réseau d'antennes réparties sur 3 sites sur Terre. Alors ils sont bien répartis pour pouvoir toujours communiquer en permanence avec partout dans le ciel. Donc ça balaye tout l'espace. Et à chaque endroit, vous avez une grande antenne de 70 mètres et 3 autres plus petites. Donc grâce à ça, la NASA communique en permanence avec ses sondes lointaines. Donc c'est grâce à elles qu'on communique. Alors ici, vous avez les instruments scientifiques. Alors il y en avait 100 kg sur Voyager. Ici, 30 kg. Pareil, progrès de la technologie, on fait plus petit, plus léger. Et plus performant. Alors le coût, les 2 sondes Voyager, durant toute leur mission jusqu'à aujourd'hui, elles ont coûté 3,5 milliards de dollars. New Horizons, 1,15. On n'a qu'une sonde, et grâce au progrès de la technique, un peu moins cher, la sonde. Alors là, voici une photo. Alors c'est un objet qui fait la taille d'un piano. Donc une sonde quand même assez petite par rapport à tout ce qu'on a pu envoyer. Alors, elle va avoir une cargaison spéciale, parce que Clyde Tombaugh, malgré son nom de famille, a voulu se faire incinérer. Et on a pris un échantillon de ses cendres pour les mettre dans la sonde New Horizons. Donc même s'il n'a pas pu voir la planète de son vivant en photo, eh ben, il va y aller, bon, bah, après sa mort certes, mais il va y aller. Il va la survoler, un morceau de lui. Donc ça c'est plutôt un bel hommage à sa découverte. Donc le lancement a lieu en janvier 2006, et ça va être la sonde la plus rapide jamais lancée. Elle va prendre beaucoup de vitesse grâce à sa légèreté. Voyager, on était déjà parti vite de la Terre à 54 000 km/h. New Horizons, 58 000. Record de vitesse battu. Tellement rapide qu'elle va mettre seulement 13 mois pour survoler Jupiter. Et en survolant Jupiter, elle va être encore accélérée et atteindre Pluton en seulement 9 ans. Enfin seulement. 9 ans c'est beaucoup parce que 9 ans c'est beaucoup. Mais en même temps c'est peu au vu de la distance. Voyager, elle aurait mis 13 ans pour y aller. Et c'est quand même très rapide parce que les sondes qu'on a envoyées récemment pour rejoindre Jupiter, elles vont mettre 6 ans. Donc c'est quand même extrêmement rapide. Alors Voyager, enfin Horizons, est extrêmement légère, hein, moins de 500 kg, donc c'est sa légèreté qui lui a permis de prendre beaucoup de vitesse. C'est grâce à ça qu'elle arrive très vite. Alors nous sommes le 14 juillet 2015 et... Alors oui, c'est jour de fête nationale en France, mais pour les passionnés d'astronomie que nous sommes, c'est surtout le jour du survol de Pluton. Et là, Pluton va nous révéler son vrai visage. Donc voilà ce que l'on connaissait de mieux de Pluton à l'époque. Et maintenant, eh bien, elle se révèle à nous. Pluton devient un monde, et plus un point abstrait, très loin de la Terre. Alors le survol de la sonde ne dure qu'une dizaine d'heures, à cause de sa vitesse rapide. Donc elle s'emploie à collecter le plus de photos et d'informations possibles, pour tout renvoyer vers la Terre. Et donc on a les premières images rapprochées. Donc image de la surface, comme la plaie de Spoutnik, là, qu'on voit en blanc. Image de ses montagnes, de ses reliefs. Son atmosphère, que la sonde a observée en passant derrière la planète. Voilà, là on la voit très bien. Là le Soleil, il est caché derrière, lors du survol. On en a appris plus également sur les lunes, donc des images rapprochées. Là on voit la taille comparée à Charon, la plus grosse. Du coup maintenant on connaît mieux Pluton. On connaît mieux son atmosphère. Alors on va comparer à la Terre. D'abord, faisons par ce qui nous intéresse le plus, c'est la température. La Terre, c'est en moyenne, enfin c'était en moyenne 15 degrés, maintenant c'est 16. Bientôt ce sera 17, donc on connaît la chanson. Sur Pluton, on est en moyenne moins 230 degrés, c'est extrêmement froid. On est 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Le zéro absolu, pour rappel, c'est moins 273 degrés et des poussières. Alors, pour ce qui est de la pression atmosphérique, sur Terre, elle est de 1015 hectopascales, donc ça correspond à plus de 1000 grammes par centimètre carré, ou 1 kg par centimètre carré. 1 kg sur le petit doigt. C'est la pression, le poids de l'air au-dessus de la tête qui vous écrase. Sur Pluton, vous ne seriez pas écrasé. On est à 0,02 hectopascales. Donc l'atmosphère de Pluton est 50 000 fois moins dense que celle de la Terre. C'est vraiment une atmosphère très légère. Alors malgré cette légèreté, il y a une météo sur Pluton. Des nuages à 200 km d'altitude, des brumes, et d'autres brumes plus basses, entre 5 et 15 km. Sur Terre, les nuages évoluent en maximum à 15 km d'altitude. Et des fois, ces brumes, elles se transforment en une sorte de neige qui se dépose au sol et peuvent assombrir certaines régions.
donc qui donne à Pluton des visages plutôt contrastés. Comme par exemple ici au nord, on a des neiges de méthane, ou encore ici, là on a plutôt des matières carbonées, et ça veut dire que l'atmosphère est dynamique, elle est vivante. Et d'ailleurs, cette atmosphère, elle n'est pas permanente, elle est éphémère. Elle apparaît, elle disparaît. Ça, c'est dû à la distance. Quand Pluton s'éloigne du Soleil, la température baisse. Du coup, les gaz se transforment en glace et se redéposent au sol. Donc l'atmosphère disparaît quand Pluton est au plus loin. Et quand elle se rapproche, la température augmente, parce qu'on se rapproche du Soleil. Du coup, la glace se met à fondre, se transforme directement en gaz et reconstitue l'atmosphère. Donc voilà qui explique ces variations. Et ça, c'est un cas plutôt unique dans le système solaire. On ne connaît pas vraiment d'autres exemples, pour l'instant. Alors, une autre région intéressante, la plus intéressante, c'est la plaine de Spoutnik. Alors, cette plaine, à quoi elle est due, hein, cette zone toute blanche, toute lisse? Eh bien, on pense que c'est un astéroïde. Enfin, on est même presque certain que c'est un astéroïde qui a percuté cette zone et qui a créé cette vaste plaine. Alors, le plus intéressant, c'est quand on regarde de près. Là, on voit des espèces de cellules, des cellules de convection. Donc ça prouve qu'en dessous, ça bouge. Pluton est vivante. Et là, on a des icebergs de glace. Quand je dis de glace d'eau. Alors, qu'est-ce qui se passe là-dessous pour que ça soit vivant? Alors, quand on regarde en dessous, donc on a une couche d'azote gelé, et encore en dessous, une couche de glace d'eau. Alors, l'ancien impact d'astéroïde fait qu'il fait encore chaud dans cette zone. C'est la chaleur d'impact qui continue de s'évacuer. Et donc, du coup, ici, il fait plus chaud qu'ailleurs. Enfin, je dis plus chaud. Disons qu'ici, au lieu de faire moins 210, il fait moins 200. Quoi qu'il en soit, cette température réchauffe l'azote. Et l'azote, ici, il ne va pas se comporter forcément comme quelque chose de très très dur, mais comme quelque chose d'un peu plus mou, on va dire. Un azote d'aspect plastique. Et les éléments les plus chauds ayant tendance à monter, se refroidir, et une fois refroidi, il retombe, ça va créer un mouvement de convection. Donc là où il fait chaud, ça remonte, et ensuite ça redescend sur les côtés, et du coup, voilà, ça bouillonne, et quand ça bouillonne en surface, ça fait ces sortes de bulles. Vu d'au-dessus, ça ressemble à ça, comme les bulles dans une casserole. Sauf qu'ici, on a affaire à de l'azote sous forme de glace, ça reste de la glace, donc c'est un phénomène très lent, qui se déroule sur plusieurs millions d'années, quand dans une casserole, ça se déroule en quelques secondes. Donc, voilà ce qui explique ces bulles de convection. Alors, à cause de cette convection, on voit là en accéléré, il peut y avoir des morceaux de glace d'eau, au fond, qui sont arrachés et remontent en surface pour former des icebergs qui flottent sur cette mer d'azote gelé. Et donc, voilà ce qui explique les paysages assez fascinants de Pluton. Des paysages plutôt vivants. Alors là, je vais ressortir un truc. Donc ça, ce qu'on a ici, c'est un cryovolcan. Alors c'est assez fascinant. Un cryovolcan, c'est un volcan froid qui crache des gaz liquides à très faible température, bien en dessous de zéro. Alors on pense que c'est de l'eau liquide venant des profondeurs de Pluton et qui remonte à la surface et qui jaillit, et qui crée ce volcan fait de glace. Alors je dis eau mélangée avec de l'ammoniac. Pourquoi ? Grâce à ce mélange, l'eau peut être liquide en dessous de moins 100 degrés. Donc c'est ça qui lui permet de remonter et de sculpter ce volcan. Ceci dit, ça nous renseigne sur ce qui se passe dans le cœur de Pluton, avec un renseignement plutôt fascinant. Alors justement, déshabillons Pluton. Donc on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Donc d'abord, on a une couche de glace d'eau, méthane, azote, matière carbonée. Encore en dessous, un manteau de glace d'eau. Encore en dessous, un océan d'eau liquide, et encore en dessous, le noyau rocheux. Alors oui, ce qui interpelle, l'océan d'eau liquide. On soupçonne sa présence. Et qui dit eau liquide, dit pourquoi pas de la vie? Oui, l'eau c'est un bon ingrédient. Alors si en plus il y a de la chaleur souterraine, avec des volcans sous-marins, oui, la vie paraît possible sur Pluton, habitable. Et si on peut imaginer ça pour Pluton, on peut également le spéculer pour les autres objets transneptuniens qui ont à peu près la même composition ou la même taille. Donc ça veut dire que dans le système solaire, les endroits potentiels pour trouver de la vie seraient très nombreux. Le V, c'est l'endroit où on sait qu'il y a de la vie, la Terre.
Le point d'exclamation, c'est l'endroit où on sait qu'il y a les conditions pour que la vie prospère. Là où il y a de l'eau liquide et les autres ingrédients. Mars, dans les lacs souterrains, cachés sous les glaciers. Dans les océans d'Europe et d'Encelade. Et les points d'interrogation, c'est les endroits où l'on soupçonne la présence d'un océan d'eau liquide. Donc vous voyez, ça fait vraiment beaucoup d'endroits où on peut spéculer sur, pourquoi pas, la présence de vie. Ça fait plein d'endroits où chercher, donc dans l'univers, les endroits où il pourrait y avoir de la vie sont peut-être très très nombreux. De quoi rendre optimiste. Alors, approchons de Charon, la Lune. Bon, il n'y a pas beaucoup de littérature à faire. Enfin, elle est quand même intéressante, surtout quand on regarde de près. Cette zone de relief, vous voyez ces crevasses, ces reliefs qui peuvent faire jusqu'à 4 km, ça renseigne sur ce qui se passe en dessous. Alors, la composition. Alors aujourd'hui, Charon, on pense qu'elle a une croûte de glace d'eau, et encore en dessous, un noyau rocheux. Cela dit, on pense que dans le passé, il devait y avoir des geysers qui sont en fait, qui trahissent la présence d'un océan de liquide en dessous. Donc on pense que par le passé, Charon a peut-être eu un océan d'eau liquide dans sa jeunesse, et lorsqu'il s'est mis à geler, l'eau quand ça gèle, ça prend plus de place. Donc du coup, lorsqu'il a gelé, ça a craqué en surface et ça a créé les reliefs qu'on connaît. Alors l'autre question, c'est comment Charon est devenu la lune de Pluton. On pense que ça s'est passé comme ça, il est passé très près de Pluton, et il a cogné, ce qui l'a ralenti, et du coup il s'est mis à orbiter autour de Pluton. C'est une hypothèse qui est privilégiée pour expliquer sa présence. Alors par rapport aux autres lunes, qu'est-ce qu'on sait d'elles? Alors leur taille, leur composition, principalement de la glace d'eau et de l'ammoniac. Je parle des plus petites là. Alors après Pluton, New Horizons, elle va passer derrière Pluton, et donc elle va en profiter pour faire cette photo de l'atmosphère. Donc le Soleil est caché derrière, et grâce à ça, on trahit bien la présence de l'atmosphère, et c'est plutôt pratique pour l'étudier. Alors après ça c'est la dernière image de New Horizons. Elle continue plus loin, mais la question c'est pour aller où? Alors justement, elle traverse la ceinture de Kuiper, et l'idée, ça serait bien de survoler une comète dans sa zone d'origine. Oui, alors je précise un truc. New Horizons n'a pas assez de carburant, enfin, le carburant est limité pour changer de trajectoire, donc on n'a pas beaucoup de possibilités en matière de changement. Et c'est en 2014, donc un an avant l'arrivée sur Pluton, qu'on découvre Arrokoth. Donc Arrokoth, qui a un diamètre de 35 km, et qui se trouve à cette distance, donc plus loin que Pluton. Donc on trouve cet objet, ça tombe bien, et du coup, il est assez proche pour pouvoir dévier New Horizons et le survoler en 2019. Donc 2019, ça y est, Arrokoth est survolé. Alors il faut savoir que c'est un objet tout petit, 35 km, et la sonde qui file extrêmement vite, le survol ne dure que quelques secondes, et donc on ne fait que quelques photos, même pas une dizaine. Donc ça, c'est une des rares photos qu'on a pu faire de lui. Et on voit qu'il est assez, il est assez étrange, ce sont deux corps collés l'un à l'autre. Et ça, c'est l'objet le plus lointain qu'on ait survolé dans le système solaire, à 6,6 milliards de kilomètres. Alors aujourd'hui, New Horizons continue de s'éloigner à l'heure où je vous parle. Elle se trouve à 9 milliards de kilomètres, et donc elle rejoint le club très fermé des sondes qui ont une trajectoire interstellaire, c'est-à-dire une trajectoire qui va les faire sortir du système solaire d'ici plusieurs milliers d'années. Alors, aujourd'hui, la sonde la plus éloignée, c'est Voyager 1, qui se trouve à 25 milliards de kilomètres du Soleil. Il y a un jour-lumière. Un jour-lumière. Ouais, c'est ça, tout à fait, un jour-lumière. Oui, le temps d'envoyer un message à Voyager, le temps de l'aller du retour, faut 2 jours. Vous dites allô, vous avez la réponse au bout de 2 jours. Alors, New Horizons, vu qu'elle va plus vite que les premières, là, à terme, dans longtemps, elle devrait les rattraper, les doubler. Mais bon, d'ici là, la sonde sera hors service. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver d'autres cibles pour New Horizons. On cherche d'autres objets, d'autres comètes, d'autres objets à survoler. On n'en trouve pas, et si on n'en trouve pas, elle pourrait être mise à l'arrêt d'ici 2030, alors que sa pile nucléaire a encore du potentiel.
Bon, ça, une fois de plus, ça dépend des budgets accordés par la Maison-Blanche, la poursuite de la mission. Sinon, en dehors de ça, Voyageur 1, aujourd'hui, c'est le morceau d'humanité le plus lointain qu'on ait jamais lancé. Ça, être humain, élément le plus éloigné, le plus lointain avant-poste. Alors du coup, on va conclure. Alors, depuis sa découverte, Pluton a des particularités qui faisaient déjà d'elle, dès le début, un objet unique. Sa place dans le système solaire, la composition qu'on soupçonne, sa taille. Et elle est devenue le centre de l'attention en 2006, lorsqu'elle a été déclassée. Et on a vu les mois que ça a produit. Et encore aujourd'hui, la situation n'est pas tranchée. Dire que Pluton n'est pas une planète, ça ne met pas tout le monde d'accord, y compris chez les scientifiques. Donc on débat toujours. Peut-être que la découverte de nouvelles planètes pourrait encore de nouveau remettre en question la définition de planète. Et peut-être que Pluton un jour va la réintégrer. On ne sait pas. Peut-être que ça va évoluer. En tout cas, comme d'habitude, en science, les découvertes apportent toujours plus de questions que de réponses. Parce que quand on a enfin survolé Pluton avec New Horizons et qu'on a pu révéler son vrai visage, les découvertes qui ont été faites sont tellement surprenantes qu'au final, aujourd'hui, Pluton, on se pose encore plus de questions qu'avant. Et aujourd'hui, Pluton fait partie des endroits où on pourrait soupçonner la présence d'un océan, et donc pourquoi pas la vie. Pluton, un lieu où chercher la vie, malgré le fait qu'on se trouve dans les ténèbres du système solaire. Donc Pluton, malgré le fait qu'elle semble appartenir à une sous-catégorie d'objets, elle est tout de même l'un des lieux les plus fascinants du système solaire, comme on a pu le voir durant cette soirée. Voilà. Et ce sera le mot de la fin. Je vous remercie. Bravo. Bon, maintenant le temps des questions, ou des remarques, enfin tout simplement de la discussion. Il a été, par rapport aux zones habitables, c'est très récent, ça fait 15 jours. Il y a une note annexe, c'est-à-dire elle n'est pas encore officielle. On dit maintenant qu'il faudrait parler de zones habitables superficielles. Par rapport à ce que tu viens de dire, oui. On a des zones habitables en profondeur. Si on appelle une zone habitable, une zone d'eau liquide. Oui. On sait qu'il y en a, par exemple, sur les satellites de Jupiter, on en trouve de plus en plus. Et donc, ils ont, semble-t-il, scientifiquement, au niveau de la terminologie, il va apparaître cette notion de zone habitable superficielle, où l'eau serait, elle, liquide, en surface de l'objet, par rapport à des eaux qui seraient, elles, en profondeur. Oui, parce que si on espère trouver des extraterrestres comme nous, on les imagine eux aussi en surface. Hein. On ne pense pas trouver une civilisation intelligente sous les glaces d'une planète océan. Il y a des petites choses qui sont aussi intéressantes. C'est sur les bords de Sputnik Planitia, on voit des fjords. On voit des fjords, on voit une zone où il y a, semble-t-il, de l'écoulement de liquide. Et on a une zone qui sont appelée water ponds, c'est le marais liquide, marais d'eau. Et alors qu'on est à moins de 240 degrés, on est avec de l'azote liquide, de l'azote solide. Comment se fait-il que ça puisse couler? Ça ne marche pas, il y a un gros problème. Et ce problème, semble-t-il, et ça c'est une étude qui a été faite pas très loin d'ici, à l'ENS Lyon, par l'équipe de Pierre Thomas, où, du fait de l'excentricité de l'orbite, on passerait par des positions, et tu en as parlé, de réchauffement, et qui fait qu'on réchaufferait la surface de l'azote, mais on ne va pas passer de moins de 240 degrés à 63 degrés, puisque c'est la température de l'azote liquide. Comment ça se fait? Alors, ils ont des hypothèses de variation de pression à l'intérieur même de la banquise d'azote. Voilà, ça en est là tout de suite. Si vous avez l'occasion, Pierre Thomas a fait une conférence là-dessus à Florence, au festival de Florence, et où il explique ces choses-là. Il y a plein de trucs à savoir, et je crois on a survolé, on a mis une dizaine d'heures pour survoler. On a reçu pendant un an les informations, oui. Et on est en train encore de les dépouiller. Je ne l'ai pas précisé, mais à cette distance, la sonde, le débit est tellement faible, il a fallu en effet 1 an et demi pour qu'elle envoie toutes ces informations, et c'était plusieurs gigas, certes, mais bon, quand même 1 an et demi.
Il y en a qui vont me dire, dans ma campagne, ça met le même temps pour charger la même quantité. Il n'y a pas la fibre là-haut. On a une idée de la durée de vie du horizon encore? Durée de vie, je sais pas. L'énergie, tu veux dire? Ouais. On peut soupçonner comme Voyager. Après, les sondes Voyager, on avait du mal à anticiper combien de temps elles vivraient. On les avait conçues pour vivre minimum 10 ans. Elles devraient être hachées, c'est le son par Voilà, on n'a pas anticipé jusqu'à quand elles auraient pu vivre. Finalement, on se rend compte qu'elles tiennent quasiment le demi-siècle, quoi. À la grande surprise des équipes scientifiques, quoi. Donc, dire combien de temps elle va tenir, c'est plutôt un pari. On ne sait pas comment ça se déroule. Sans accident. Ouais. Il y a les Chinois qui veulent envoyer aussi des sondes en direction du système solaire profond. Ouais. Pour explorer les zones qui sont en dehors du champ magnétique du Soleil. Le champ magnétique du Soleil, il y a une limite qui est environ 19 milliards de kilomètres, si je ne me trompe pas. Quand on en sort, on est plus sous l'influence du Soleil. Oui, en faisant les diapos, j'ai voulu respecter la position des planètes. Donc la position des planètes, On vient de ressortir. elle se trouvait par là. Donc, quand elle avait été découverte par Clyde Tombaugh, elle était plus loin. Ensuite, de sa découverte jusqu'à aujourd'hui, elle est passée ici, devant Neptune, au-dessus, et là elle se rééloigne. Donc en ce moment, chez elle, c'est l'été, vu qu'elle est au plus proche du Soleil. En plein cagnard, moins 230. Oui, par rapport à la quantité de lumière, quand vous êtes sur Pluton, vous recevez 1000 fois moins de lumière que quand vous êtes sur Terre. Donc le niveau de l'éclairage, c'est à peu près le même niveau que celui que je reçois là en ce moment. Peut-être même un petit peu plus, mais bon, c'est presque de la pénombre.